Mes chers collègues, heureuse de vous retrouver après cette pause. Monsieur le rapporteur, cher Stéphane, donc l'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à la Poste. Ce texte sera examiné, mes chers collègues, en séance publique lundi prochain, il va arriver très vite, à 16h, et vos amendements pourront être déposés sur le texte issu de nos débats jusqu'à demain 17h. Je passe donc dès à présent la parole à notre rapporteur, Stéphane Travelle, auquel je souhaite la bienvenue dans notre très belle commission. Merci Madame la Présidente, merci de votre accueil. Mesdames et messieurs, chers collègues, il y a plus de 30 ans, avec la loi du 2 juillet 1990, le législateur réformait en profondeur l'administration des postes et des télécommunications de notre pays et créait deux personnes morales de droit public distinctes, la Poste et France Télécom. 2 décennies plus tard, la loi du 9 février 2010 transformait la Poste, dont les activités s'étaient entre-temps diversifiées au fur et à mesure que la place occupée par la distribution du courrier diminuait, en une société anonyme à capitaux publics. Société anonyme ayant le caractère d'un service public national, la Poste remplit à ce jour 4 missions d'intérêt général: le service universel postal, la contribution à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse, l'accessibilité bancaire. Son personnel relève d'une pluralité de statuts, fruit des évolutions qu'a connues l'entreprise depuis le début des années 90, fonctionnaires régis par des statuts particuliers qui représentent un peu plus de 30% des 170 000 collaborateurs que compte la maison mère, agents contractuels de droit public et surtout salariés qui représentent un peu moins de 70% des effectifs. L'histoire de la Poste explique qu'elle se caractérise par un régime de représentation du personnel original et qu'elle soit encore dotée d'instances inspirées de celles qui existent dans la fonction publique. Permettez-moi brièvement de vous les présenter. 145 comités techniques locaux qui connaissent des questions touchant à la représentation collective du personnel, 407 commissions administratives paritaires qui touchent les questions à la situation individuelle des fonctionnaires, 317 commissions consultatives paritaires qui, là aussi, connaissent des questions touchant à la situation individuelle des agents contractuels. Par ailleurs, la Poste héberge 632 comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT, semblables, sous quelques réserves, à ceux qui étaient installés dans les entreprises privées avant la réforme de 2017. En outre, un conseil d'orientation et de gestion des activités sociales, le COGAS, définit la politique et assure la gestion et le contrôle des activités de cette nature relevant de la société. Enfin, la Poste comprend une commission d'échange sur la stratégie chargée d'informer les organisations syndicales des perspectives d'évolution la concernant et de recueillir leurs analyses sur les orientations stratégiques du groupe, ainsi qu'une commission de dialogue social qui permet d'assurer une concertation avec les mêmes organisations syndicales sur les projets d'organisation de portée nationale ou sur des questions d'actualité et de les informer. La première ne se réunit toutefois plus depuis qu'un nouveau comité baptisé Comité de dialogue social stratégique groupe, créé par accord du 21 juin 2017, assume les fonctions qui lui étaient dévolues. Du reste, c'est le droit syndical de la fonction publique qui s'applique par principe à tous les personnels de la Poste. J'ai souhaité rappeler ces éléments de contexte avant d'évoquer les raisons qui justifient que le Parlement aujourd'hui examine cette proposition de loi. Mes chers collègues, il faut avoir à l'esprit que les mandats des membres de CHSCT et des comités techniques arrivent à leur terme le 31 janvier 2023, c'est-à-dire dans moins de 3 mois. Or, la loi rend applicable à la Poste les dispositions du Code du travail relatives au CHSCT jusqu'au prochain renouvellement des instances uniquement. Et en l'état actuel des choses, elle prohibe que les prescriptions touchant au CSE puissent y produire des effets. Il résulte de cela que, sans intervention du législateur, ces instances seront dépourvues de base légale pour remplir leur mission à très court terme, ce qui, vous le voyez, ne saurait être envisagé. Voilà pourquoi les sénateurs ont pris l'initiative de déposer le texte que la Commission des affaires sociales examine aujourd'hui. Quel en est le contenu ?
D'abord, l'article 1er qui proroge les mandats des membres des CHSCT et des comités techniques de la Poste jusqu'à la proclamation des résultats des élections au CSE et qui vont être mis en place et au plus tard jusqu'au 31 octobre 2024, plutôt que jusqu'au 31 juillet 2024, comme le prévoyait le texte initial, l'article dans sa rédaction initiale. Enfin, l'article 2 assujettit à la Poste, à compter de la même échéance, à l'application des dispositions du Code du travail relatives à la représentativité syndicale, à la négociation collective et aux institutions représentatives du personnel, les IRP, sous réserve des adaptations justifiées par la présence de fonctionnaires dans l'entreprise. Disparaîtront donc, à la faveur de la réforme, le Comité technique national, CTN, et les comités techniques locaux, les CTL, les CHSCT, la Commission d'échange sur la stratégie, la Commission de dialogue social et le Conseil d'orientation et de gestion des activités sociales, les prérogatives de ces différentes structures ayant vocation à revenir au CSE central et au CSE d'établissement. Seront conservées, en revanche, les commissions administratives paritaires et les commissions consultatives paritaires CCP. Enfin, l'article 3 permet à la Poste, à titre transitoire, de s'appuyer sur l'ensemble de la disposition du Code du travail aux fins de conclure des accords portant sur l'organisation des élections et la détermination du fonctionnement et des attributions des futurs CSE. La transformation du cadre juridique du dialogue social à la Poste paraît justifiée à l'heure où ces instances représentatives du personnel n'ont plus d'équivalent dans le droit commun du fait de la suppression des CHSCT et de la disparition très prochaine des comités techniques dans la fonction publique et où les salariés comptent pour plus de 2/3 de ces effectifs. Elle est d'autant plus compréhensible que les filiales du groupe, la Banque Postale, la Poste Immobilier, Mediapost, pour ne citer qu'elles, relèvent du Code du travail et sont dotées aujourd'hui de CSE. Pour autant, le nouveau système devra tenir compte des spécificités d'une entreprise qui exerce un grand nombre d'activités sur tout le territoire et qui emploie encore près d'un tiers de fonctionnaires. La loi prévoit expressément ainsi la création d'un conseil des questions statutaires sur le modèle de la solution retenue chez Orange et le gage d'un traitement des problématiques les intéressant dans des conditions appropriées. Au demeurant, le maillage territorial des IRP de demain devra permettre de répondre aux besoins de proximité entre les personnels et leurs représentants. Pour des raisons parfaitement légitimes, les organisations syndicales y attachent une très grande importance. Il est évident de surcroît que ce sujet révèle une sensibilité particulière alors que le nombre d'élus est appelé à diminuer. La Poste doit prendre toute la mesure des enjeux qui s'élèvent en la matière. À cet égard, il est rassurant, et nous y reviendrons dans les discussions par la suite, qu'elle envisage la création de près de 900 représentants de proximité qui serviront de relais entre les élus et les agents. Il est tout aussi positif qu'elle admette la nécessité de l'installation d'un CSE dans chacun des départements ultramarins, de même qu'en Corse, où le risque d'éloignement des IRP suscite des inquiétudes compréhensibles chez les agents. Cela étant dit, il me semble utile de souligner que la question du périmètre des CSE doit relever de la négociation collective et pas de la loi. Peut-on raisonnablement envisager que la loi définisse le nombre d'instances qu'une entreprise, fût-ce la Poste, doit mettre en place? Je ne le crois pas. Comme vous le savez, les discussions entre la direction et les organisations syndicales ont d'ores et déjà débuté et un accord de méthode portant sur le projet de création des nouvelles instances a recueilli la signature de la majorité des organisations syndicales. Il est normal que les positions des partis divergent sur un certain nombre de points, mais il est bon qu'elles ne soient pas figées. Je crois pouvoir dire que tel est le cas, ainsi que tendent à le démontrer les récentes évolutions de l'entreprise sur le nombre de CSE à installer dans les territoires ultramarins, par exemple. Pour conclure, je veux insister sur le fait que la proposition de loi, elle fait œuvre utile. Elle adapte le régime de la négociation collective à la Poste, à sa physionomie contemporaine, tout en laissant aux acteurs du dialogue social un temps suffisant pour préparer la transformation majeure qui s'annonce. Je remercie le Sénat de s'être saisi de ce sujet, ainsi que les sénateurs, à commencer par la rapporteure Brigitte Devesa, d'avoir enrichi le texte en commission et en séance publique. Et je remercie également les organisations syndicales et la direction de la Poste pour la qualité des échanges
qui ont été les nôtres lors des auditions préparant cette proposition de loi et le rapport qui vous a été adressé dernièrement. Chers collègues, je vous remercie de votre attention. Merci bien, monsieur le rapporteur. Et je passe à présent la parole aux orateurs de groupe, à madame Fanta Berreté pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, jusque-là, la Poste a échappé à la réforme de ses instances représentatives parce que, d'une part, elle est expressément exclue du champ d'application du Code du travail en la matière, mais aussi, d'autre part, en raison de sa nature juridique qui n'entre pas non plus dans le champ des dispositions du Code général de la fonction publique sur cette question. Mais la Poste, aujourd'hui, c'est 170 000 collaborateurs pour lesquels coexiste une pluralité de statuts, dont 31% environ d'agents publics, mais aussi et surtout 69% de salariés de droit privé. Dans ce contexte, la transposition à la Poste des dispositions du Code du travail relatives à la représentativité syndicale paraît justifiée afin de répondre aux enjeux de sa physionomie actuelle. Pour rappel, un comité social et économique, CSE, est une instance de représentation du personnel qui fusionne d'ordinaire les délégués du personnel, le CHSCT et le comité d'entreprise. Dans le cas de la Poste, la configuration en matière de représentation est inédite et le fruit d'un héritage historique, puisque si CHSCT il y a, on y trouve également, à des niveaux tantôt nationaux, tantôt locaux, tantôt les deux, des comités techniques, des commissions administratives paritaires ou encore des commissions consultatives paritaires. Pour réussir cette transformation et fusionner l'ensemble de ces instances, il est essentiel de mettre en place un dialogue intense, mais serein. C'est justement ce qu'ambitionne cette proposition de loi. En effet, ce texte est fondamental, car au 31 décembre prochain, en matière de négociation collective à la Poste, il n'existera plus rien. L'expiration prochaine des instances et mandats en cours plongera l'entreprise dans un no man's land juridique. La Poste est souvent citée en exemple pour ce qui est de la négociation collective et c'est pourquoi nous vous invitons à voter de manière conforme ce texte afin de lui donner un cadre de fonctionnement transitoire, clair et surtout réaliste, d'1 an et demi qui permettra, grâce à une prorogation des mandats actuels, de mener les concertations nécessaires, respectueuses de chacun et d'aboutir à la mise en conformité des instances représentatives du personnel avec le droit privé au plus tard pour le 31 octobre 2024. Merci bien. La parole est à Victor Catto pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Cette proposition de loi émanant du Sénat et qui fait l'objet d'une procédure accélérée engagée par le gouvernement vise à accompagner la mise en place de comités socio-économiques au sein de la structure La Poste. Cette réforme des institutions représentatives du personnel envisage de soumettre l'ensemble du personnel de cette entreprise au Code du travail, en particulier aux dispositions relatives aux comités socio-économiques, plus communément appelés CSE. Avec 28 CSE pour 101 départements, dont un seul représentant des territoires ultramarins, de trop nombreux collaborateurs se retrouveront trop éloignés et donc trop peu écoutés vis-à-vis des élus qui ont vocation à les représenter. Cette diminution et cet éloignement des représentants du personnel constituent donc un véritable manque de considération pour les employés de cette société. La Poste est d'ailleurs l'entreprise qui a connu le plus grand nombre de suppressions d'emplois, près de 150 000 en 20 ans. C'est sans compter le fait que les employés de la Poste sont régulièrement victimes de conditions de travail sévèrement dégradées. Ces conditions risquent de s'empirer si nous en croyons le projet de conversion des 637 CHSCT en 121 CSSCT, organismes qui ont pour vocation de contribuer à la protection de sécurité et de santé des agents dans leur travail. C'est pourquoi, étant profondément attaché à cette entreprise qui, forte de ses 210 000 collaborateurs, accomplissant une mission de service public, est le premier employé de France, nous allons soutenir des amendements visant à préserver tant bien que mal les intérêts des salariés de la structure La Poste. Je vous remercie. Merci bien. Madame Rachel Keke pour la France Insoumise NUPES. Merci Madame la Présidente. Par ce nouveau projet de loi, le gouvernement démontre encore une fois sa déconnexion des réalités sociales et son mépris profond du monde du travail et des salariés. Alors que la France arrive en tête des records d'accidents mortels du travail en Europe, alors que la souffrance au travail et la pénibilité sont des sujets majeurs, alors que nous avons le recul nécessaire depuis 2017
sur le bilan désastreux de la suppression des CHSCT et la création des CSE dans les entreprises privées et les malheureuses ordonnances Macron. Eh bien, malgré ces constats sans appel aujourd'hui, le projet du gouvernement est d'élargir ces dégâts et les étendre à la Poste. Le DARES nous apprend pourtant que, dans le privé, la création des CSE et la suppression des CHSCT a eu pour effet le recul de la représentation des salariés et de la notion de la proximité, en plus du repli des questions de santé et de sécurité au travail. En 2019, l'émission Cash Investigation a mis la lumière sur les conséquences dramatiques des réorganisations à la Poste, qui entraînent stress et suicide au travail des salariés employés et même des cadres. Il est temps d'arrêter cette hémorragie sociale. Il est temps de repenser le monde du travail et l'organisation des instances de représentation du personnel. Il est temps de rétablir les CHSCT partout dans les entreprises, plutôt que normaliser leur suppression. Assez de mépris, assez de déconnexion. Les salariés méritent mieux que ce que le gouvernement veut leur infliger. Nous voterons contre votre projet. Merci. Merci bien, Madame la députée. Monsieur Stéphane Viry, pour les Républicains. Oui, merci Madame la Présidente. Nous avons effectivement étudié une proposition de loi qui émane du groupe centriste du Sénat et qui vise donc à réformer la représentativité salariale au sein de la Poste. Alors, force est de constater que ce secteur a beaucoup bougé depuis notamment la loi de 1990 qui avait séparé la Poste de France Télécom et qu'actuellement, comme l'a rapporté Monsieur le rapporteur, il y a différents statuts au sein de cet établissement, des instances qui n'existent plus dans le privé et dans le public, des commissions de représentation individuelle telles qu'on peut les connaître par ailleurs dans les collectivités territoriales CCP et CAP, et le conseil d'orientation et de gestion des activités sociales. Le sujet, il est pour moi, en fait, je vous pose l'équation telle qu'elle est. C'est vrai que le secteur d'activité économique de la Poste est confronté à de multiples tensions. La concurrence d'Amazon, le passage au numérique forcé, le contexte des métiers change. Et pour moi, la question, elle est simple. Il faut effectivement trouver le cadre pour que le dialogue social existe et soit efficient au sein de cet établissement et que chacun y trouve sa place et son utilité. Pour moi, l'équation, elle est là. Dans un secteur d'activité effectivement en mutation, en tension, qui perturbe, dans quelque chose qui a été mis en place en 1990 mais qui n'est pas finalisé. Donc le sujet, il est là. Et dans l'intérêt de l'entreprise, dans le cadre de ses objectifs, de son développement, comment associer des représentants du personnel au choix, à la mobilisation des moyens qui sont donnés, au management des ressources, dans l'intérêt collectif. Le sujet, il est là. Alors cette proposition de loi, elle vise à accompagner la mise en place d'un CSE. Moi, je souhaite effectivement que les réponses soient au plus proche du terrain, au plus proche de la meilleure organisation économique possible pour cette entreprise, au plus près des territoires. Mais je m'interroge réellement, et j'en finirai par là, sur la question de calendrier et de méthode qui semble effectivement heurter les représentants syndicaux. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu la possibilité d'évoquer un système transitoire pour permettre quand même de le faire de façon plus adapté? Voilà la question que je pose à ce stade avant nos débats. Merci bien, Monsieur le député. Monsieur Olivier Falorni pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Cette proposition de loi adoptée en première lecture au Sénat il y a quelques semaines vise donc à préparer juridiquement la mise en place de comités sociaux et économiques à la Poste. En effet, le statut de cette institution, qui fait partie du patrimoine national, n'a cessé d'évoluer ces dernières décennies. D'abord administration publique, puis exploitant public, la Poste est depuis 2010 une société anonyme à capitaux publics avec une mission de service public. Elle emploie ainsi des agents de droit privé et des agents de droit public. De fait, elle dispose d'un régime hybride de représentation du personnel qui a été adapté au fur et à mesure des évolutions précédemment évoquées, mais dont le socle est régi par la loi de juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste.
Toutefois, ces dernières années, les bases législatives de la négociation collective et de la représentation du personnel ont connu de profondes modifications. Depuis les ordonnances de 2017, le comité social et économique regroupe la plupart des instances, dont les anciens comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Alors si c'est tout le monde m'a compris. Voilà. Quand ça veut pas, monsieur le député. Voilà, tout le monde a compris. Sont encore en vigueur à la Poste jusqu'à la fin des mandats en cours. Comme en dispose la loi de 2019 relative à la transformation de la fonction publique, le futur cadre juridique du dialogue social n'est actuellement pas prévu dans la loi. Il y a donc un vide à combler et une mise en conformité avec le droit commun à effectuer tout en tenant compte des spécificités de l'entreprise où travaillent donc des salariés et des fonctionnaires. Donc c'est l'objet de ce texte et des 3 articles qu'il contient. La période transitoire courant jusqu'en octobre 2024 introduite au Sénat devra permettre à la négociation de pouvoir se tenir pour instaurer ces nouvelles instances avec sérénité. Donc il s'agit ici, en tant que législateur, de poser les jalons juridiques nécessaires à la mise en place de cette réforme, tout en laissant les marges de manœuvre suffisantes au dialogue social entre, d'une part, la direction d'entreprise et les différentes organisations syndicales. Pour toutes ces raisons, le groupe démocrate soutiendra l'adoption de cette proposition de loi. Merci bien, monsieur le député. Monsieur Arthur Delaporte, pour le groupe socialiste et apparenté NUPES. Chers collègues, aujourd'hui on parle de la Poste et d'un sujet, donc les CSE, mais on parle un peu comme si c'était une entreprise comme les autres. Mais la Poste, c'est pas une entreprise, c'est d'abord finalement le dernier, j'aurais dit la butte témoin du recul de l'État. La butte témoin, c'est ce qui reste quand l'État, lui, recule. Et finalement, je ne voudrais pas que cette réforme, et j'espère que ça ne sera pas le cas, soit finalement un recul supplémentaire de l'État, mais de l'État social, et un recul des droits sociaux, et notamment des droits de représentation des personnels. Parce que la Poste a déjà subi un certain nombre d'attaques, des fermetures de bureaux de poste, nous en connaissons toutes et tous dans nos circonscriptions, la baisse du nombre de postiers, la réduction des cadences. Bref, ça, c'est la réalité du service public postal. C'est l'entreprise qui a subi le plus grand nombre de suppressions d'emplois en 20 ans, selon Sud, 146 175 suppressions d'emplois. Alors, bien sûr que dans ce type d'entreprise, vous évoquez le courrier, oui, mais bien sûr que le volume des courriers baisse, mais les personnels baissent aussi, alors que le nombre d'adresses augmente. Et quand vous êtes postier et que votre nombre d'adresses augmente, c'est pas parce que vous avez moins de courriers que vous avez des tournées qui sont réduites. Donc il faut aussi regarder la réalité du travail. Bref, c'est pour ça qu'il y a besoin d'un dialogue social apaisé à la Poste pour que tout le monde puisse être représenté et surtout représenté au mieux. Et donc nous nous étions opposés lors de la loi qui mettait en place les CSE issus des ordonnances Macron fusionnant les instances de représentation des personnels, et ça a été évoqué par ma collègue Rachel Keke, sur la disparition des CHSCT et leur piètre bilan. En prévoyant de passer de 145 comités techniques à 28 CSE et de 637 CHSCT à 121 CSSCT, la direction de la Poste aménagera de fait, qu'on le veuille ou non, la capacité du dialogue social dans l'entreprise. Bref, 53 000 fonctionnaires, 100 000 salariés, et ce cumul de statuts ne doit pas entraîner une précipitation qui imposerait des changements à une société qui serait dans la précipitation et introduirait de la souffrance au travail. Nous savons que ça a été un vrai problème à France Télécom. Il faudrait être particulièrement vigilant pour la Poste. C'est pourquoi nous sommes à ce stade particulièrement défavorables à cette position. Très bien. La parole est à monsieur Paul Christophe pour le groupe Horizon et Apparentés. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur. La proposition de loi que vous présentez a pour objectif de créer les conditions nécessaires à la mise en place de comités sociaux et économiques à la Poste, compte tenu du statut particulier de cette entreprise. En effet, la Poste est une entreprise singulière dans le paysage français par sa taille, ses missions de service public, son implantation territoriale et la nature juridique de son personnel qui se caractérise par une pluralité des statuts. Elle emploie en effet à la fois des fonctionnaires régis par des statuts particuliers, des salariés de droit privé et des agents contractuels de droit public. Elle représente donc un cas particulier en matière de dialogue social.
Elle se différencie aussi par une pluralité de secteurs d'activité en tant qu'opérateur de services publics, les services postaux, opérateur de téléphonie mobile, banques, assurances, fournisseurs de services numériques et de commerce en ligne. Ce service public fondamental est aujourd'hui en pleine mutation. Il est donc primordial de lui donner les moyens de moderniser ces institutions pour pleinement acter son entrée dans une ère numérique. Ce sujet de la numérisation est toujours un véritable défi, aussi bien pour les entreprises que pour les administrations, comme certains d'entre vous le savent. Ainsi, la mise en place de comités sociaux et économiques à la Poste représente véritablement un chantier de grande ampleur qui s'accompagne d'un changement culturel majeur avec le passage au droit syndical applicable aux entreprises privées. Ce texte prévoit donc d'appliquer à l'ensemble du personnel de la Poste, de droit privé ou de droit public, les dispositions du Code du travail relatif au CSE, en réformant les institutions représentatives du personnel. Il s'agit ainsi d'accompagner la mise en place des comités sociaux et économiques à la Poste. Une loi est nécessaire pour assurer une mise à jour des institutions représentatives du personnel qui relèvent toujours de la loi de 1990. Il convient donc d'assurer un cadre permettant un dialogue social, le temps que les négociations avec les représentants syndicaux aboutissent, de manière apaisée, prenant notamment en compte le défi de la proximité et les besoins différenciés selon les territoires, en particulier dans les Outre-mer. Dans cette perspective, l'accord de méthode a été conclu en septembre 2022. Nous pouvons nous en réjouir. Et dans le souci donc de laisser autant à la négociation et la bonne tenue du dialogue social, le groupe Horizon et Apparentés soutiendra donc cette proposition de loi telle qu'elle a été transmise par le Sénat. Merci bien, monsieur le député. La parole est à Marie-Charlotte Garin pour le groupe écologiste NUPES. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Depuis 1983, en passant par sa transformation en société anonyme, le groupe La Poste n'a cessé de subir des restructurations délétères qui l'éloignent toujours plus de ses missions de service public et le privent de ses moyens. Je rappelle quelques chiffres au passage. Il reste 5300 bureaux de poste dits de plein exercice contre 8414 il y a 5 ans. La Poste est passée de 320 000 employés en 2000 à 180 000 en 2021. Elle compte 70 000 facteurs contre 100 000 il y a 20 ans. Les cadences augmentent, les conditions de travail se dégradent, les risques psychosociaux se multiplient. Entre 2008 et 2016, on a déploré chaque année une trentaine de suicides. Les tournées chronométrées par des logiciels retirent toute autonomie aux salariés qui perdent le sens de leur travail, et ce taylorisme d'un nouveau genre empêche les postiers de faire valoir leur intelligence dans leur travail et les prive de la maîtrise de leurs tâches. On justifie ces restructurations à rythme soutenu par la baisse du courrier, en masquant l'augmentation du nombre de colis ou du nombre d'adresses, comme le disait mon collègue de la Porte. Et surtout, on ne prend plus en compte les missions de lien social, et là je me permets de faire un peu d'histoire, qui, de l'État romain au système de relais postaux de Louis XI, nationalisé sous Louis XIV, font de la Poste l'un des plus anciens services publics au monde. Nous sommes contre la philosophie même de ce texte qui proroge les CHSCT avant de les enterrer définitivement et supprime totalement le régime actuel de dialogue social au sein de la Poste. D'après les acteurs de terrain, le dialogue social est aujourd'hui déjà très faible, voire inexistant, et le CHSCT semble être le seul lieu où des marges de manœuvre persistent au quotidien. Nous craignons que ce texte ne vienne affaiblir encore davantage le pouvoir des salariés vis-à-vis de leur direction. Et les CSSCT qui doivent remplacer les CHSCT seront beaucoup moins nombreux et auront des prérogatives bien moindres, donc ils ne protégeront donc pas aussi efficacement les droits des salariés. Donc concentration et éloignement des centres de décision, appauvrissement du dialogue social, diminution de la représentation syndicale, atteinte à l'autonomie et à la proximité dans une entreprise en restructuration et désorganisation permanente, perte de la singularité des territoires. Tout dans cette proposition de loi conduira le groupe écologiste, comme celui au Sénat l'a fait avant nous, à voter contre ce texte. Je vous remercie. Merci bien, Madame la députée. Monsieur Pierre Dharréville pour la gauche démocrate et républicaine NUPES. Merci Madame la Présidente. Avec cette proposition de loi, il s'agit donc de mettre en œuvre à la Poste les ordonnances dites Macron de 2017. Et pour vouloir les appliquer à la Poste, de deux choses l'une, soit il faudrait les trouver bonnes, soit il faudrait vouloir du mal à la Poste. La nécessité de procéder à cet ajustement découle directement des nombreuses étapes de privatisation de la Poste, pour laquelle nous avons pour notre part une grande ambition d'en faire un grand service public, de la logistique, du droit à la communication qui pourrait se développer pour répondre à de nouveaux besoins. Privatisation de la Poste qui, de service public, donc, est devenue une société anonyme avec son lot de réductions drastiques de postes, de perte de sens pour ses salariés, d'éloignement dans la réponse aux besoins des usagers.
Par ailleurs, la DARES, en juillet 2022, a dressé un bilan sans appel des ordonnances, recul de la représentation des salariés, perte de proximité des élus et repli des questions de santé au travail dans les entreprises. Le projet de la direction de la Poste, qui a inspiré cette proposition et présenté aux organisations syndicales l'été dernier, visait à diviser le nombre d'instances par 5, mais aussi, évidemment, à diminuer fortement le nombre de représentants. Ainsi, par exemple, alors qu'un CHSCT représente en moyenne 290 salariés, une CSSCT représentera demain 1400 salariés, avec évidemment pas du tout les mêmes prérogatives. Pas sûr que la Poste aille si bien qu'elle puisse se le permettre. Dans une entreprise comme La Poste, qui assure la permanence et la continuité de nombreuses activités, distribution du courrier, colis, services financiers, etc., avec des régimes de travail très différents, des horaires atypiques, des salariés exposés à de nombreux risques professionnels, la disparition des CHSCT est extrêmement grave et inquiétante aussi. Il nous semble important que la période ouverte jusqu'en octobre 2024 par la proposition de loi soit véritablement mise à profit pour la négociation collective en vue de mettre en place des IRP qui partiront des spécificités de la Poste et des besoins de ses salariés. Et pour autant, nous nous opposerons naturellement à cette proposition telle que vous la formulez. Pour que cette négociation se passe le mieux possible, il faut que la direction de la Poste cesse les réorganisations entreprises dans le cadre de la Poste 2030, qui sont en fait des restructurations des périmètres d'établissements existants, car sinon, les organisations syndicales auront d'autant plus le sentiment de négocier, comme elles le disent elles-mêmes, sur des sables mouvants. Merci bien. La parole est à Monsieur Paul-André Colombani pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la Poste assure des missions essentielles de service public. S'assurer de la qualité du dialogue social et des conditions de travail au sein de cette entreprise, c'est donc aussi participer à la qualité de notre service public sur tout le territoire. Aussi, pour ce texte qui prévoit la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de la Poste, notre groupe aura deux exigences. La première, c'est le respect de la négociation. Nous prenons acte des concertations en cours entre la direction et les organisations syndicales, mais il est effectivement indispensable de prolonger la période de transition jusqu'à fin 2024, car cette réforme constitue un chantier de grande ampleur. Je dis cela en sachant que la majorité des CSE mises en place dans le secteur privé l'ont été de manière unilatérale et non par accord, ce qu'il faut déplorer. L'autre enseignement à tirer du bilan provisoire des CSE, c'est le besoin d'instances de représentation suffisamment nombreuses, suffisamment proches des personnels et suffisamment armées pour aborder tous les sujets. Je pense surtout à la santé et la prévention des risques psychosociaux. La disparition des CHSCT ne doit pas faire passer ce sujet au second plan. Ce qui m'amène à notre seconde exigence, celle de la proximité. La réduction du nombre d'instances fera nécessairement perdre en proximité géographique. Mais pour les territoires ultramarins et insulaires, la question se pose avec plus d'acuité. Les premières propositions ne prévoyaient qu'un seul CSE pour tout l'outre-mer et aucun pour la Corse. Ce n'est évidemment pas acceptable. Il semblerait que la direction soit prête à évoluer sur ce sujet. Nous devons impérativement être vigilants sur cette question. Nous y reviendrons lors d'amendements, mais l'ancrage territorial est une condition sine qua non de la bonne tenue du dialogue social au sein de la Poste. Merci bien, Monsieur le député. J'ai une petite question émanant de Monsieur Thibault Bazin. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, nous pouvons convenir qu'il faut assurer, en le recréant, un cadre permettant le dialogue social à la Poste. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il doit être spécifique ? Moi, je le crois, car la Poste a des missions spécifiques de service public. Et d'ailleurs, on peut même parler de contraintes qui se traduisent dans nos territoires, notamment ruraux. On a un certain nombre à avoir des territoires ruraux dans nos circonscriptions. Ces contraintes se traduisent en distance, en temps de trajet, parfois entre plusieurs lieux de travail pour les salariés de la Poste, en agilité aussi, quand plusieurs métiers sont exercés. Je pense au facteur guichetier. J'en viens à ma question. La dimension territoriale en termes d'accès aux services postaux partout sur nos territoires appelle-t-il un cadre adapté pour le dialogue social? Et le cas échéant, dans quelle mesure la proposition de loi que vous rapportez le permet-il? Merci bien, Monsieur le député. Eh bien, je vais passer la parole à notre rapporteur. Cher Stéphane, vous avez la parole pour des éléments de réponse. Merci, Madame la Présidente. J'ai entendu l'ensemble des interventions. Je dirais que les uns et les autres, nous avons tous un attachement particulier avec la Poste, et ce depuis toujours.
que ça remonte à l'enfance ou que cela soit sur la période actuelle que nous vivons. Quelque part, il y a un héritage de la Poste que nous prenons les uns et les autres à la place que nous occupons aujourd'hui. La Poste, elle est en constante évolution, on le voit bien dans ses missions, dans ses métiers depuis un bon nombre d'années. Il y a eu une évolution constante à la fois sur le nombre de plis distribués, des actions de proximité qui ont été mises en œuvre par les facteurs sur les territoires et notamment les territoires les plus ruraux dont certains d'entre nous ici sommes issus. Et cette histoire de la Poste sur les territoires, c'est ce lien avec le service public auquel nous sommes tous très attachés. Et la Poste, qui a été cette entreprise d'État, qui est devenue une entreprise privée, une entreprise à mission, avec des missions de service public, nous sommes tous ici attachés à maintenir ces exigences de service public et aussi à maintenir la qualité du dialogue social et un dialogue social fructueux et fécond à l'intérieur d'une entreprise comme celle-là. Monsieur Bazin, sur la question que vous posez, il y a deux choses. Il y a ce que la loi porte ici, c'est-à-dire l'organisation même de la discussion et de la négociation entre les organisations syndicales et les personnels et la direction de la Poste, et puis ce qu'elle porte à l'extérieur, à travers, je dirais, la représentation de la Poste. Vous le savez comme moi, certains d'entre vous y ont siégé, les CDPPT, qui sont là l'émanation aussi des territoires pour travailler à la représentation de la Poste et son maillage sur l'ensemble des territoires. La création de près de 900 interlocuteurs qui seront là aussi sur les territoires amenés à pouvoir être des représentants de proximité dans ce dialogue nourri qui doit continuer à exister entre les politiques, les habitants et les utilisateurs du service public et la direction générale, et puis aussi cette qualité de dialogue qui doit s'inscrire dans la relation entre les organisations syndicales et la direction de la Poste. Et pour le coup, je considère qu'on a eu un certain nombre d'avancées. Il y a le texte tel qu'il a été validé par le Sénat et dans les auditions avec la direction générale de la Poste, et suite aux demandes assez fortes des organisations syndicales que nous avons auditionnées, des pas ont pu être faits. Certains d'entre vous ont pu considérer qu'une représentation de CSE pour les Outre-mer n'était pas suffisante. Je le crois également. Et donc, parce que il y a cette volonté d'un dialogue social fructueux et fécond, parce qu'il y a aussi, et ça c'est notre travail de parlementaire, de faire en sorte qu'on puisse avoir des pas de progression qui soient importants dans la discussion qui est la nôtre, nous avons pu obtenir qu'il y ait un CSE par territoire ultramarin, et je pense que c'est une bonne nouvelle que nous devons prendre comme telle. Là aussi, pour la Corse, c'est une spécificité, l'insularité de la Corse en fait qu'il doit y avoir un CSE parce que nous avons besoin, là aussi, de proximité. Mais il faut aujourd'hui se rendre à l'évidence, et j'entends celles et ceux qui considèrent que cette proposition de loi ne va pas dans le bon sens, qu'il faut maintenir les CHSCT. Aujourd'hui, le cadre de la loi, il est comme celui-là. Cette loi, elle a été votée en 2018. C'est à l'issue de la loi Pacte que les CSE ont été créés pour remplacer ou reformuler les espaces de dialogue social. Et donc aujourd'hui, la Poste, comme toute entreprise, elle doit s'intégrer dans ce nouveau dispositif, et appliquer tout simplement la loi. Alors on peut ou ne pas la partager, ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui, à partir du 31 janvier 2023, il n'y a plus de cadre légal dans lequel le dialogue social peut se construire. Et ça, c'est un problème. Est-ce que nous voulons, les uns et les autres, que nous soyons d'accord avec la création des CSE à la place des CHSCT? Est-ce que nous voulons, les uns et les autres, que le dialogue social n'ait plus lieu à l'intérieur d'une entreprise comme la Poste à laquelle nous sommes attachés, alors qu'il n'y a plus de base légale pour mener ce dialogue social? Et donc, là aussi, ce dialogue, il doit pouvoir continuer à exister. Et dans les auditions, et vous en avez les traces, les auditions qui ont été menées avec les organisations syndicales comme avec la direction de la Poste, il a bien été réclamé que ce dialogue social,
il soit permanent, et la direction de la Poste s'est engagée là-dessus, bien évidemment, à écouter l'ensemble des organisations syndicales. Un accord de méthode a été construit. Cet accord de méthode, il est signé par plus de 50% des organisations représentatives des salariés de la Poste. Et donc, c'est un signe dans lequel chacune et chacun va entrer dans un process de discussion et de négociation qui permettra de trouver une issue favorable à ce que chacun peut attendre de ce dialogue. De plus, faut-il rappeler que les filiales de la Poste, Mediapost, la Banque Postale, disposent aujourd'hui des CSE et de ce cadre de négociation et de discussion. La Poste, et vous avez été un certain nombre à le rappeler, c'est un patrimoine national. Et ce patrimoine national, il connaît des évolutions de ses métiers, des évolutions des trafics. Et aujourd'hui, je sais que l'ensemble des organisations syndicales, elles challengent fortement la direction générale de la Poste pour obtenir un certain nombre de résultats et permettre le maintien de la proximité de la discussion et la qualité de la discussion au sein des accords. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un CSE par département? Dans la pratique, il ne sert à rien de mettre en place un CSE dans un périmètre qui ne corresponde pas à l'organisation et à la réalité économique de l'entreprise. Dans ce cas, non seulement le dispositif perd en intérêt sur le plan stratégique, mais dans sa mise en œuvre, les organisations syndicales parfois n'auraient pas d'interlocuteur pertinent du côté de l'entreprise. Or, vous le savez comme moi, depuis plus de 20 ans, l'organisation de la Poste ne se fait plus sur la base d'un département, mais se fait plutôt sur la base de régions. Il n'y a pas de division de la représentation des instances sociales, parce que il faut noter que la mise en place des CSE ne signifie aucunement que les CSE, demain, seront les seules instances, parce que seront mis en place, et cela a été dit dans mon introduction, des représentants de proximité, et ça devra faire l'objet d'un accord, et la Poste a proposé qu'il soit plus de 1500. Ça fait partie de la discussion. La loi que nous allons voter, je l'espère, elle fixe un cadre. Laissons à l'intérieur du dialogue social, à l'intérieur de la Poste, la discussion se mener. Des commissions dont les CCST en charge de la santé, de la sécurité et des conditions de travail seront créées. Là aussi, c'est une demande très forte des organisations syndicales et il faudra que la direction de la Poste puisse trouver des réponses claires là-dessus. Des délégués syndicaux, bien évidemment, qui seront là aussi en proximité avec l'ensemble des salariés de la Poste pour répondre aux inquiétudes qui peuvent être les leurs. Et vous avez rappelé tout à l'heure les cadences de travail, la difficulté dans certains territoires sur la fréquence des déplacements, etc. Et je ne veux pas rallonger la liste. Et puis, des sections syndicales qui peuvent exister, mais ça, il en va de la volonté, et ce n'est pas du caractère de la loi, mais l'organisation de sections syndicales, potentiellement dans chaque établissement, qui ensuite sont à la main des organisations syndicales et des hommes et des femmes qui les composent. Donc il n'y a pas là non plus de perte de proximité, enfin, tel que je le conçois, parce que des efforts ont été faits, nous les avons demandés, pour garantir la prise en compte des critères géographiques spécifiques qui auraient pu impacter le dialogue social sur un plan plus opérationnel. C'est dans cet esprit que, je l'ai redit tout à l'heure, que la Direction générale de la Poste a accepté la création de CSE à la fois dans chacun des territoires d'outre-mer et puis dans la Poste. Le CSE n'est pas un organe de proximité, c'est une instance de décision de niveau stratégique. Et les dispositifs de proximité sont des autres instances qui sont citées dans la question précédente. Et donc, demain, il y aura des accompagnements pour ceux qui auront été aussi permanents, parce que ça, c'est une question que nous avons posée. Quid des permanents aujourd'hui qui sont présents dans les instances de représentation? Il n'y a pas d'obligation légale, mais la Poste a posé, et nous avons obtenu des réponses de ce côté, un certain nombre d'ambitions en la matière. C'est l'accord sur la valorisation des parcours, c'est l'accord sur les moyens des structures syndicales, qui me semble important aujourd'hui, dispositifs de temps de partiel anticipés et des dispositifs de formation et d'accompagnement. Je trouve qu'en préparant ce texte, la proposition, nous avons fait œuvre utile et nous avons essayé,
pour cette discussion, puis celle qui viendra en séance, d'obtenir un certain nombre d'engagements, là aussi, de la Poste, parce qu'il ne s'agit pas, pour nous parlementaires, de laisser faire les choses, mais d'être là aussi parce que nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, attachés au modèle social que représente la Poste, attachés à ces entreprises et ces services. Nous avons l'obligation, c'est notre rôle de parlementaire, de les challenger aussi sur les attentes des organisations syndicales et de l'ensemble des salariés de cette belle maison. Et puis parce que nous sommes des utilisateurs de la Poste, nous souhaitons les uns et les autres avoir un service public qui soit, ou des missions de service public qui soient performantes et bien maillées sur l'ensemble du territoire. Excusez-moi d'avoir peut-être été un peu long, mais je souhaitais répondre dans le détail à l'ensemble de ces questions. Merci, monsieur le rapporteur, pour ces éléments de réponse et toutes ces précisions. Nous allons donc démarrer l'examen des amendements avec l'article 1er, amendement 3, AS3. Madame Garin, vous avez un amendement de suppression de l'article 1er. Madame Garin, vous avez la parole. Je vous remercie. Donc, l'article 1 du présent texte prolonge les mandats des CHSCT jusqu'en 2024, soit jusqu'à leur remplacement définitif par les CSE-CSCT. Ce remplacement est une modification profonde du dialogue social en vigueur au sein de la Poste, dans la droite ligne des ordonnances Macron. Au sein de la Poste, le CHSCT, je le disais déjà en propos liminaire, reste la seule instance représentative où la personne possède un réel pouvoir et levier d'action, notamment face à la direction du groupe. Les restructurations successives ont augmenté les risques professionnels de façon inquiétante, rendant indispensable la présence d'une instance solide pour mener les enquêtes nécessaires à la défense de la santé au travail des salariés. Et comme nous sommes opposés à la disparition complète des CHSCT au sein du groupe La Poste, nous proposons un amendement de suppression de cette disposition. Merci bien. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement ? Oui, je ne vais pas me répéter tout au long. J'ai vu les amendements que vous aviez pu déposer, Madame Garin, et je ne les, bien évidemment, je ne les partage pas. Les mandats des membres de la HCCT et des comités techniques arrivent à leur terme au 31 janvier 2023. Donc, on a besoin d'une base légale, et les salariés représentent plus des 2/3 des effectifs aujourd'hui, où les instances représentatives du personnel qui sont actuellement en place n'ont plus de référence dans le droit commun, et donc nous devons pouvoir permettre ces instances de dialogue de fonctionner. C'est pourquoi je suis défavorable à votre amendement. Très bien. Je mets donc aux voix cet amendement. Qui est pour ? Qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement est rejeté. Amendement suivant, Madame Garin. Je vous propose donc ici un amendement de repli, puisque si de prime abord l'adoption du CSE semble permettre de simplifier le paysage qui peut être parfois vu comme chaotique de la représentation collective au sein de la Poste, notre groupe est opposé, je l'ai déjà dit, à la disparition du CHSCT. Et d'autre part, cette disparition voulue par la direction est loin de faire l'unanimité parmi les syndicats, puisque tous les syndicats n'ont pas signé l'accord lié aux ordonnances Macron, et certains ont même assigné le groupe en justice, l'obligeant à attendre la promulgation d'une loi pour refondre le dialogue social à la Poste. Donc, cet amendement de repli du groupe écologiste a pour objet de prolonger les mandats en cours des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités techniques du personnel, qui n'auraient d'ailleurs pas vocation à disparaître sans intervention de cette proposition de loi, jusqu'au 31 octobre 2024, afin de permettre aux organisations syndicales de se réunir à nouveau avant cette date pour trouver un accord sur des modalités de dialogue social au sein du groupe La Poste. Merci bien. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement ? Oui, vous souhaitez que les mandats des membres des comités techniques et des CHSCT soient prorogés jusqu'au 31 octobre 2024. C'est ce que prévoit l'article 1er, dans le cas où les élections au CESE n'interviendraient pas antérieurement. Or, comme vous le savez, les discussions, elles ont déjà commencé, et nous avons près de 50% des organisations syndicales qui ont signé aussi un accord de méthode, et d'autres qui sont prêtes à rentrer dans ces discussions de l'accord de méthode. Donc, il faut laisser aussi le dialogue social se mener et faire confiance à la qualité du dialogue social qui se mettra en place dans les meilleurs délais après l'adoption de la loi. Donc, avis défavorable. Très bien. Je suppose qu'il est maintenu. Je le mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement suivant, Monsieur Catteau. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à proroger les mandats des membres des CHSCT et des comités techniques jusqu'au 31 décembre 2024.
la réforme des institutions représentatives du personnel est une profonde évolution pour la société anonyme La Poste. Initialement fixée au 31 juillet 2024, la date des mandats fut repoussée au 31 octobre 2024. Toutefois, celle-ci reste incohérente vis-à-vis d'autres dates telles que la clôture des comptes COJAS qui a lieu au terme d'une année civile, ce qui ne permet pas aux élus d'effectuer correctement la transition à l'égard de la réforme. Par conséquent, il semble nécessaire de permettre aux élus de pouvoir poursuivre leur mandat, le temps d'effectuer la transition entre l'ancien et le nouveau régime, en prorogeant la durée du dit mandat au 31 décembre 2024. Je vous remercie. Merci bien. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur ? Oui, monsieur le député, on parle du 31 décembre 2024 ou même du 31 octobre 2024. Ça laisse près de 2 ans aujourd'hui pour conduire ces étapes du dialogue social. Vous avez remarqué comme moi que le Sénat avait déjà prorogé les dates du 31 juillet 2024 au 31 octobre 2024, ce qui nous paraît être une date qui peut être suffisante pour maintenir ces espaces de dialogue que nous appelons de nos voeux. Et puis, oserais-je vous rappeler que le mois de décembre pour la Poste est un mois avec une activité très intense pour l'ensemble des salariés qui sont tous les ans très mobilisés sur cette période. Donc avis défavorable. Merci. Je suppose qu'il est maintenu. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Je mets aux voix l'article 1 qui est pour, qui est contre. L'article 1 est adopté. Article 2, amendement de suppression. Un amendement. Madame Garin. Merci, encore moi. L'article 2 supprime totalement le régime actuel de dialogue social au sein de la Poste pour le remplacer définitivement par les régimes des ordonnances Macron. Donc, comme nous sommes... je me répète un petit peu, mais comme on est toujours opposé à la disparition complète des CHSCT au sein du groupe La Poste, nous vous proposons un amendement de suppression en toute cohérence avec nos premières prises de parole. Très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis ? Oui, Madame Garin, moi aussi, je vais me répéter à mon tour et en toute cohérence avec ce que j'ai dit précédemment, un avis défavorable. Très bien. Je suppose qu'il est maintenu. Je le mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. 3 amendements pouvant être mis à une discussion commune. Monsieur Catteau. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à instaurer un comité social et économique dans chaque département français afin de réduire les effets néfastes de la limitation de leur nombre. En effet, le projet annoncé par la direction de la Poste lors des auditions au Sénat est de passer de 145 comités techniques à 28 CSE. La France comptant 100 départements, cela équivaut à un ratio inférieur à un CSE pour 3 voire 4 départements. Pourtant, la proximité des élus vis-à-vis du personnel qu'ils représentent et qu'ils ont vocation à protéger est une nécessité absolue. Si le personnel est trop éloigné, celui-ci ne sera que trop peu écouté et donc que trop peu protégé. Par conséquent, il apparaît nécessaire de garantir la présence d'au moins un CSE dans chaque département pour répondre à cette nécessité de proximité entre élus et salariés. Je vous remercie. Très bien. Monsieur Colombani. Merci, Madame la Présidente. Donc, ces amendements, j'en ai un deuxième quasiment semblable, faisaient suite aux inquiétudes des syndicats, notamment en Corse et en Outre-mer, et l'éloignement des instances de dialogue entre les salariés et la direction. Donc moi, pour le moment, je vais les maintenir, même si j'ai bien entendu les réponses rassurantes du rapporteur. Donc, bon, voilà. Très bien, vous le maintenez. Très bien, pas de problème. Je passe la parole à Monsieur Catteau pour l'amendement 11. Merci, Madame la... Je vous donne le micro. Monsieur Colombani ne l'a pas éteint. Merci Madame la Présidente. Alors, je pense que vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le rapporteur, la possibilité d'effectivement d'avoir des CSE dans les territoires d'outre-mer. Donc, c'était l'idée de cet amendement. Donc, effectivement, j'espérais que vous allez vous engager dessus, parce que dans le texte qu'on avait, je ne pense pas qu'il était identifié. Mais en tout cas, effectivement, si c'est inscrit dans la loi, nous le retirons. Très bien, donc il est retiré. Votre avis, monsieur le rapporteur, sur ces 2 amendements, et ensuite je passerai la parole à monsieur Bazin. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais faire une réponse commune pour l'ensemble de ces amendements. Tout d'abord, dire que le fait qu'il y ait un CSE dans chacun des territoires d'outre-mer et à la Corse n'est pas dans la loi. C'est le dialogue, c'est dans le cadre du dialogue social. Et c'est un engagement
pas un engagement que moi je prends en tant que rapporteur, mais c'est quelque chose que nous avons obtenu dans le cadre de la discussion avec la direction de la Poste, qui s'est engagée à créer des CSE dans chacun des territoires d'outre-mer et la Corse. Et donc, cette question de la proximité entre les personnels de la Poste et leurs représentants, elle est fondamentale. Et pour des raisons qui sont faciles à comprendre, elle revêt une dimension particulière dans un certain nombre de territoires, et nous venons de le citer. Mais ce point, il doit rester du ressort de la négociation collective. La loi, elle ne doit pas être trop bavarde. Elle fixe un cadre, une base légale dans lequel les organisations syndicales et la direction générale de la Poste vont pouvoir entrer dans ces conditions du dialogue. Et donc, la Poste a pris la mesure des enjeux et des alertes qui ont été faites à la fois par les organisations syndicales et par votre serviteur, pour faire en sorte qu'un CSE puisse être installé à la fois en Corse et dans les différents territoires d'outre-mer. Ces futurs CSE, ils seront aussi, et ça faisait partie de l'amendement que vous aviez déposé, seront moins nombreux que les actuels comités techniques, mais ils disposeront de prérogatives plus étendues que ces derniers. Et puis, le maillage territorial des futurs CSE, il doit s'accorder également avec l'architecture de l'entreprise qui est en constante évolution, vous le savez. Donc, avis défavorable. Très bien. Monsieur Bazin, vous souhaitiez intervenir? Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, j'ai bien compris que l'échelle départementale parfois n'a aucune pertinence par rapport à l'organisation et la structuration autour des plateformes de distribution. Et, voilà. Pour autant, on voit bien à travers nos différents échanges et dans les propos liminaires de la discussion générale qu'il y avait une attente forte pour que la proximité et le lien au territoire soient garantis. Vous l'avez pris en compte sur la Corse, vous l'avez pris en compte sur les DOM-TOM. Dans l'Hexagone, est-ce que... Alors j'ai bien compris aussi qu'il fallait le voter conforme pour qu'on ne se retrouve pas au 31 décembre. Voilà. Est-ce que pour autant, dans les débats que nous pouvons avoir, on pourrait avoir une garantie qu'il y aura cette recherche d'un maillage de proximité? Je vous pose la question parce que on voit bien qu'on doit s'adapter, le texte doit permettre cette adaptation, mais je crois que dans les intentions, il faut les préciser, au moins dans nos débats, qu'il y aura cette recherche du maillage le plus fin possible pour assurer cette territorialisation. Monsieur le rapporteur? Oui, alors effectivement, on souhaite un vote conforme parce qu'on est juste aussi dans le calendrier, effectivement. Mais il n'en demeure pas moins que, à travers ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la question des territoires d'outre-mer et de la Corse, sur la création des acteurs de proximité, la présence des délégués syndicaux dans les établissements, c'est le fruit aussi d'une discussion avec la direction générale de la Poste qui elle-même a porté cela auprès de ses organisations syndicales. Donc d'ici la séance publique, c'est-à-dire d'ici lundi prochain, je vous redirai la même chose. Il y a un engagement très clair de la Poste sur ces sujets. Peut-être pourront-ils même aller au-delà, mais ça appartient à la négociation générale et à une négociation globale qui sera menée avec les organisations syndicales. Mais sur ce que je vous ai dit à la fois dans mon propos liminaire et dans la réponse aux questions, ce sont des engagements fermes qui ont été pris par la Poste, sachant qu'il n'y avait pas d'obligation non plus de leur côté pour créer ces fonctionnalités, mais elles semblent importantes au regard de ce qu'est le maillage territorial de la Poste aujourd'hui et des services que nous attendons de la maison. Et dans le même temps, elles sont utiles au regard de ce que portent les organisations syndicales pour avoir une représentation qui soit la plus conforme possible à la diversité de nos territoires. Merci bien, monsieur le rapporteur. Donc, je mets aux voix l'amendement 10, qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. L'amendement 1, même avis, même vote, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement suivant, monsieur Catteau. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à reporter au 31 décembre 2024 la date d'entrée en vigueur du CSE. La réforme des institutions représentatives du personnel étant une profonde évolution pour la société anonyme La Poste. Initialement fixée au 31 juillet, elle a été repoussée au 31-10. Toutefois, celle-ci est incohérente vis-à-vis, encore une fois, des mêmes motifs que j'ai évoqués tout à l'heure, notamment au compte de la COJAS, d'où l'intérêt de cet amendement. Je vous remercie. Bien, monsieur le rapporteur.
Merci Madame la Présidente. Vous avancez l'idée que le report serait un gage de sécurisation du processus de transformation du cadre juridique. Rien ne permet de l'affirmer aujourd'hui à ce stade. On pourrait même soutenir l'idée inverse, à savoir que l'organisation d'élections professionnelles, comme je vous le disais tout à l'heure, au moment de l'année où nous avons une activité vraiment très intense à la Poste, et présenterait plus d'inconvénients qu'autre chose. Donc il ne serait pas cohérent d'adopter cet amendement compte tenu là aussi des votes intervenus. Je rappelle quand même qu'il y a eu un effort aussi de fait en passant du 31 juillet 2024 au 31 octobre 2024. Et donc, j'émets un avis défavorable sur votre amendement. Très bien. Je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, Monsieur Colombani. Défendu, je ne vous avais pas entendu. Monsieur le rapporteur, votre avis sur le... Défavorable, Madame la Présidente. Défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Je mets aux voix l'article 2 qui est pour, qui est contre. L'article 2 est adopté. Article 3 avec un amendement de suppression de l'article 3. Madame Garin, vous avez la parole. Jamais 203, mais là, ça se vérifie. Ah, je vous donne, c'est Monsieur Colombani ou je ne sais pas qui, il n'a pas éteint son micro. Ah non, c'est pas lui, pardon. Allez-y. Je veux pas Je suis très sauver la réactive, moi. zizanie, hein, mais... Allez-y, Madame Garin. Merci Madame la Présidente. Donc effectivement, un dernier amendement de suppression puisque l'article 3 prévoit des mesures transitoires jusqu'à l'application complète des dispositions de l'article 2. Donc à nouveau, en cohérence avec les prises de parole précédentes, une proposition de suppression de ces dispositions. Merci. En cohérence, Monsieur le rapporteur va vous répondre. En cohérence, suppression de l'amendement et donc défavorable. Très bien. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, deux amendements en discussion commune. Le 14, Monsieur Cateau. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais défendre effectivement les deux en même temps parce que l'intérêt est effectivement le même. C'est de demander effectivement au COJAS d'un côté et à la CHSCT de l'autre de demander effectivement des rapports qui soient remis à la nouvelle instance, le nouveau CSE, notamment sur les comptes, pour que ces nouvelles instances puissent démarrer de la meilleure façon possible dans leur nouveau mandat. Je vous remercie. Bien, Monsieur le rapporteur. Je peux partager l'idée générale de l'amendement, bien évidemment, mais aujourd'hui, c'est du ressort de la négociation et du fonctionnement interne de l'entreprise. Et on ne va pas mettre dans la loi quelque chose qui viendrait interférer dans le fonctionnement interne de l'entreprise. Et donc, laissons ça au dialogue social entre la direction et les organisations syndicales et leurs représentants. Donc, avis défavorable. Très bien, merci bien Monsieur le rapporteur. Donc je mets aux voix ces deux amendements. Tout d'abord le 14 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Même avis, même vote pour le numéro 15. Très bien, je vous remercie mes chers collègues. Je mets aux voix l'article 3 qui est pour, qui est contre. L'article 3 est adopté. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi qui est pour, qui est contre. La proposition de loi est adoptée. Je vous remercie, mes chers collègues. Avant que vous ne partiez, quelques informations sur notre prochaine réunion qui aura lieu le mercredi prochain à 9h30. Nous commencerons l'examen des 3 textes renvoyés à notre commission, dont le groupe La France Insoumise a demandé l'inscription à l'ordre du jour des séances qui lui seront donc réservées le 24 novembre. Je précise également que la CMP sur le PLFSS 2023 se réunira mardi 15 à 18h45 à l'Assemblée nationale. Et en cas, bien sûr, d'échec, nous devrons envisager une nouvelle lecture en commission dès, attention, le jeudi 17 novembre. Ça veut dire pas de retour en circonscription en vue de la séance publique à partir du lundi 21. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le rapporteur pour avoir porté avec panache ce texte concernant le groupe La Poste. Et je vous remercie également, mes chers collègues, et je vous dis à très vite. À bientôt. Merci, Fadila.